La bipolarité, c'est la maladie des émotions. C'est le fait de vivre les choses de manière beaucoup plus intense. Et parce qu'on vit les choses de manière beaucoup plus intense, on va percevoir le monde d'une manière différente. Et ça, quand on a besoin d'innover, de créer, eh ben, ça amène des très belles choses. Et je pense que beaucoup d'entreprises auraient intérêt aujourd'hui à avoir cette diversité et cet autre regard sur ce qu'elles sont en train de faire. Bienvenue dans On a toujours fait comme ça, le podcast des organisations qui se réinventent et de ceux qui les aident. La pérennité de nos entreprises dépend de notre capacité à prendre du recul, analyser et s'adapter rapidement. Pour autant, le confort du On a toujours fait comme ça nous semble souvent plus douillet que la remise en question. Alors pour ceux qui sont prêts à bousculer leurs habitudes, On a toujours fait comme ça partage chaque mois des portraits de dirigeants et d'experts qui, au travers de leur expérience, nous invitent à challenger nos habitudes en entreprise. On a toujours fait comme ça, c'est parti! Stress, burn-out, perte de sens, perte de lien social, et j'en passe. On est vraiment dans une période de forte incertitude et la santé mentale est un sujet plus que majeur. Et les entreprises qui veulent rester attractives l'ont bien compris. Et parmi les thèmes associés à la qualité de vie au travail, la santé mentale est vraiment un élément clé. Et c'est notamment autour de ces sujets de santé mentale qu'on va aborder avec Clément Bessa aujourd'hui, qui est le fondateur de Upstage. Bonjour Clément. Bonjour, enchanté. Alors du coup, avant de parler de ton parcours et de Upstage en particulier, j'aimerais bien revenir un peu plus sur justement le contexte et la santé mentale en entreprise. Au travers de tes échanges avec les dirigeants, quels sont les questionnements ou les challenges justement auxquels ils font face et qui reviennent autour de la santé mentale notamment? Alors, c'est un sujet qui est très présent parce que ça a des impacts économiques très significatifs. Pour te donner les chiffres, Guillaume, en fait, en France, la première cause d'arrêt de travail de longue durée, c'est tout ce qui est troubles psychiques. Et les arrêts longue durée, particulièrement, ont un coût, alors que je n'ai pas réussi à quantifier d'ailleurs, assez astronomique pour les entreprises. Parce qu'on est dans un pays où on a l'interdiction de remplacer une personne qui est en arrêt de travail, en arrêt maladie. Et donc, sans parler du fait que c'est une perte de jour homme, mais c'est une perte au niveau de la désorganisation. Et ça, que ce soit pour l'entreprise à l'instant T, mais aussi pour les motivations au niveau des équipes, ça va avoir des impacts qui vont être des externalités négatives, qui vont généralement entraîner du turnover. Et en fait, il suffit d'avoir une personne qui lâche dans une équipe, et potentiellement, les autres vont devoir compenser le travail de cette personne, et ça va empêcher encore d'autres effets négatifs. La deuxième cause d'arrêt maladie aussi, c'est les troubles psychiques et le burn-out. Donc, et ça, pareil, c'est essentiel. Donc, on a tendance vraiment à remettre la santé mentale au centre de la stratégie RSE des entreprises, et notamment au niveau de la stratégie des ressources humaines, pour ces raisons de coût, mais aussi pour des raisons d'attractivité. Peut-être un dernier chiffre que je trouve intéressant, c'est les entreprises ont une obligation d'avoir 6% de travailleurs handicapés. Et aujourd'hui, cette obligation n'est pas respectée. Enfin, je ne connais toujours pas une entreprise qui arrive à le faire. C'est un peu dur de dire ça, mais je parle de grandes sociétés. Et en fait, pourquoi? C'est parce que les troubles psychiques sont un handicap invisible. Et parce que c'est un handicap invisible, les personnes concernées, et j'en fais partie, pour ma part, moi, je suis une personne bipolaire, ben, en fait, ne vont pas le dire à leur employeur. Donc, on ne va pas faire partie des quotas. Et donc, les entreprises n'ont pas la possibilité de respecter ces quotas. Et ça coûte 6 000 euros par salarié manquant par an en amende pour les entreprises qui ne respectent pas ce quota. Voilà, pour donner un peu les grands chiffres par rapport à tout ça. Hmm. C'est très clair. Justement, c'était une des questions que j'avais sur cette notion de quota, donc il y a une approche très économique. Est-ce que toi, tu as une autre vision du handicap en entreprise? Est-ce que ça peut notamment apporter peut-être aussi
peu au quotidien. Il n'y a pas que des désavantages. Clairement, pourquoi je commence mon discours par la peur et par les coûts, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que les gens réagissent. Et on est encore dans cette phase où on a besoin de sensibiliser et seules les entreprises à la pointe mettent en place des actions concrètes pour réaliser ces objectifs et prendre en compte la santé mentale. Et je vois aujourd'hui une différence qui est en train de se créer entre les entreprises qui sont proactives et qui, en plus de vouloir respecter ces quotas, vont utiliser ça comme une opportunité, et celles qui ne le font pas. Pour une raison qui est très simple, on sait que la diversité améliore la productivité. Et on le sait entre, par exemple, les comités d'entreprise qui sont composés et d'hommes et de femmes, et pas uniquement d'hommes, c'est généralement le cas. Et là, en fait, on n'a pas encore de data sur les troubles psychiques. Maintenant, il semblerait, lorsqu'on voit sur des métiers spécifiques, qu'il y a, lorsqu'on est différent, des opportunités. Je pense par exemple à un programme qui a été fait depuis maintenant quelques années par SAP, qui s'appelle Autism at Work, qui intègre des personnes autistes, notamment sur des métiers de développeurs, de testeurs, qui a bien porté ses fruits. Et sur le sujet de la bipolarité, on pourrait, même s'il n'y a pas encore de data, imaginer qu'il y a un vrai intérêt sur la partie créative, sur la partie innovation. Par exemple, la plupart des stars de Hollywood, et quand je dis la plupart, je pèse mes mots, mais et c'est vraiment le cas. Énormément de stars de Hollywood, que ce soit d'acteurs, de chanteurs et autres, qui sont des personnes bipolaires. Parce que la bipolarité, pour bien expliquer ce que c'est la maladie des émotions. C'est le fait de vivre les choses de manière beaucoup plus intense que la moyenne, que ça soit des moments difficiles, donc des phases dépressives, ou que ça soit des moments heureux qui deviennent des phases délirantes, qu'on appelle des phases maniques. Et parce qu'on vit les choses de manière beaucoup plus intense, on va percevoir le monde d'une manière différente. Et ça, quand on a besoin d'innover, de créer, et ben d'avoir ce regard et d'avoir un petit peu cette lunette de couleur, ça amène des très belles choses. Et je pense que beaucoup d'entreprises auraient intérêt aujourd'hui à avoir cette diversité et cet autre regard sur ce qu'elles sont en train de faire. Intéressant. Justement, ce que j'entends derrière ce que tu dis là, c'est peut-être cette nécessité de revoir, je ne vais pas parler d'aménagement, mais de revoir en tout cas les manières de travailler, les fiches de poste notamment, de se dire, OK, bah, quelqu'un qui a certaines spécificités peut être très bon dans certains rôles, donc il faut s'attacher aussi à bien comprendre le fonctionnement de la personne pour la mettre au bon endroit. Et peut-être que la méconnaissance de certaines caractéristiques fait qu'on justement les met pas au bon endroit. Et peut-être aussi de travailler sur le principe de binôme ou de collaboration, en tout cas, d'accentuer la collaboration pour venir compléter des profils qui seraient pas créatifs et d'autres qui seraient créatifs, mais qui se suffisent pas comme l'autre de leur côté, quoi. Est-ce que tu vois d'autres initiatives qui sont développées hein, sur le thème de la santé mentale d'une manière générale? Aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup d'initiatives. On est vraiment aux prémices de tout ça, alors que pourtant, les troubles psychiques représentent à peu près une personne sur cinq en France. Donc, c'est plus de 12 millions de personnes. Et on a encore des œillères, et il faut imaginer que la plupart des dirigeants, des managers, ne veulent pas, entre guillemets, s'immiscer et ouvrir, entre guillemets, la boîte de Pandore des troubles psychiques, par peur et par méconnaissance. On a toujours cette image que quelqu'un, par exemple, de bipolaire, va être dangereux, va mettre en danger notre société, notre santé à nous. Et en fait, les chiffres nous montrent l'inverse. Aujourd'hui, les personnes ayant un trouble psychique ont tendance à moins faire de crimes et par contre être plus victimes de crimes que les autres. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, c'est pas la même chose. Et, et c'est un sujet de fond et et il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'initiative. Je pense que la première étape, c'est de libérer la parole. Et le fait, en tant que dirigeant, alors je pense à l'ancien PDG de Danone,
que je connais pas particulièrement personnellement, mais qui avait fait un discours très intéressant sur justement son frère qui est schizophrène et qui a un petit peu ouvert les vannes de dire ça existe, faut arrêter de ne pas parler de ses proches, de ses amis qui ont un trouble. C'est en parlant qu'on va trouver des solutions. Et moi, j'encourage souvent les personnes avec qui on accompagne, on va dire, des personnes bipolaires qu'on accompagne, à en parler à leur employeur. C'est un risque à prendre parce que certaines entreprises vont mettre au placard ou même virer la personne. Sachez que si vous virez quelqu'un parce qu'il a un trouble psychique, vous allez prendre les prud'hommes. Pour info, c'est pas la bonne idée, mais dans les faits, ça se fait encore beaucoup. Mm. Parce que c'est une manière aussi de tester son employeur, de se dire est-ce que je peux réellement lui faire confiance et est-ce que j'ai envie de créer une relation de durée avec lui. Et lorsque je vais avoir, parce que ça arrivera toujours en tant que personne bipolaire, d'avoir en fait une crise, c'est-à-dire une phase par exemple dépressive, le fait d'en avoir parlé à mon employeur, le fait d'avoir cette relation de confiance, je ne vais pas du tout la vivre et la faire vivre à mon entreprise de la même manière. On va vraiment être dans une démarche d'échange, d'entraide. Et si jamais j'ai besoin, par exemple, de prendre quelques jours de congé, alors que pourtant c'est une période de rush, ça sera plus accepté. Et peut-être que sur le court terme, le manager va se dire, ah non, mais attends, là j'ai besoin de mon employé et je peux pas le laisser. En fait, s'il pense court terme, il va se dire, ok, c'est pas bon, je veux pas le faire. Mais s'il pense un minimum moyen terme, il va se rendre compte que si jamais il ne laisse pas ces quelques jours à son collaborateur, ce collaborateur, au lieu de prendre 3 jours de congé, il va probablement poser un arrêt de travail pendant 2 semaines, 3 semaines et potentiellement des mois. Et donc, le coût-bénéfice n'est pas à son avantage. Et ça, c'est un changement de culture à avoir, mais on est vraiment aux prémices pour répondre à ta question. Tu parlais tout à l'heure des bénéfices pour l'entreprise. Est-ce que tu vois d'autres choses dans les entreprises liées aux santé mentale? Je pense qu'il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué qui sort un petit peu de ta question, c'est les proches. C'est comment est-ce qu'on fait non pas pour les personnes concernées, mais pour les personnes qui sont concernées indirectement. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de marque employeur, c'est un message fort que de dire à ses collaborateurs, à ses employés, nous, on est vraiment dans la diversité. On a envie d'accueillir des personnes qui sont différentes. On est capable de s'adapter lorsque vous vivez une situation compliquée ou lorsque l'un de vos proches vit une situation compliquée. Et on parle toujours de turnover. C'est un peu le démon aujourd'hui de la plupart des entreprises. Et en évoquant ces sujets, c'est de gagner un avantage compétitif. Parce que lorsque la prise des décisions sera à faire entre une boîte A ou une boîte B, le fait qu'une entreprise soit ouverte, on parle et permette d'avoir un soutien lorsque je vais mal, va peut-être être un élément déclencheur. Ce qu'on commence à voir, alors c'est principalement dans les grosses boîtes de la Silicon Valley, je pense à Google, c'est qu'ils proposent une assurance maladie classique pour le physique et une assurance maladie mentale. Donc ils proposent à leurs collaborateurs de pouvoir consulter des psychologues et des psychiatres remboursés en partie par l'entreprise et en partie généralement par le système de santé classique. Donc, ils ont considéré que c'était plus rentable de payer des consultations de psychologues et de psychiatres plutôt que de laisser leurs salariés aller jusqu'au burn-out et potentiellement démissionner, etc. Donc, c'est des questions qui sont compliquées parce que le retour sur investissement aujourd'hui est difficilement chiffrable. On est encore dans de la perception, on n'a pas le ROI qui est tout fait. Maintenant, je vais donner un exemple assez simple. Lors de ma dernière conférence chez SAP, euh, il y a 2 personnes qui sont venues me parler en me disant, bah, en fait, j'ai un trouble bipolaire et je me pose des questions sur mon accompagnement, est-ce que je dois en parler à mon entreprise? Et en fait, si jamais, ne serait-ce que ces 2 personnes se déclarent comme travailleurs handicapés, SAP gagne 12 000 € par an. Et là, on ne calcule même pas les arrêts de travail qui vont être réduits, on ne calcule même pas l'impact que ça a sur les autres collaborateurs qui eux-mêmes sont proches et qui se sentent appréciés, qui se sentent valorisés, qui savent qu'ils peuvent compter sur leur entreprise.
Et, et bon, il faut avoir un peu de l'imagination, mais je pense que ça a un réel impact financier qui aujourd'hui est sous-estimé. Quand je vois le nombre de formations qui sont faites sur des sujets de productivité. Alors, je dis pas, moi, je suis un grand fanatique de productivité, mais il y a un moment où la santé mentale, c'est peut-être une loupe qu'on peut mettre en place. Je vais redonner un chiffre. Environ 20% de la population française va être touchée par une dépression dans sa vie. Et donc, on est tous concernés. Si c'est pas un instant T et que vous l'avez pas vécu, vous allez peut-être en vivre. Et le fait de savoir que, OK, mon entreprise est là et va m'aider dans ces moments, eh ben, ça fait la différence. Oui, ça te donne certainement plus envie de rejoindre ce genre d'entreprise, voire d'y rester, que, que des entreprises qui vont pas apporter cette considération qui vient bien au-delà des considérations assez classiques de rémunération. Justement, toi, dans ton parcours, avant de créer Obsage, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et potentiellement aussi comment tu as vécu aussi la bipolarité. Je sais pas si tu en as parlé à tes précédents employeurs. Ouais, exactement. Moi, j'ai fait une école de commerce et en fait, j'ai eu ma première dépression en école. Je me suis dirigé vers un parcours plutôt sales. Donc, j'ai travaillé dans le milieu startup pour plusieurs boîtes, principalement dans la tech, des logiciels informatiques en SaaS. Et en fait, j'ai vécu des phases dépressives comme des phases hypomaniaques dans mon cas, sans être diagnostiqué. Et donc, il y a un problème de diagnostic actuellement parce que les médecins traitants, notamment, ne sont pas assez formés sur le sujet. Et pendant environ 9 ans, je n'ai pas été diagnostiqué, donc je ne pouvais pas en parler à mon employeur. Hmm. Ce qui n'a pas entraîné des résultats particulièrement pertinents parce que j'ai beaucoup soit démissionné, soit été licencié. Pour donner une anecdote, par exemple, j'ai travaillé chez Intel et j'ai été victime d'une dépression, donc j'étais sur le développement de partenariats sur un produit. Et à ce moment-là, c'est sûr, quand on est victime d'une dépression, c'est compliqué d'atteindre ces chiffres commerciaux. Parce que d'aller faire du du phoning ou d'aller faire de la prospection, on a un peu plus peur, on a un peu moins envie. Et à ce moment-là, mon manager a fait comme il l'a pu avec aujourd'hui ses connaissances. Il m'a un petit peu donné la carotte et le bâton. C'est-à-dire qu'au début, il m'a un peu dit, OK, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Et en fait, très rapidement, il a mis le bâton et il a commencé à me faire en fait encore plus stressé, à me rendre encore plus anxieux. Et plus la pression montait, plus mes résultats étaient moins bons. Et plus en fait, je me sentais pas bien et je faisais pas mes chiffres. Et c'est clairement la situation qu'il faut essayer d'éviter. J'en suis arrivé à démissionner parce que j'étais malheureux et je ne voyais pas continuer dans cette entreprise. Et j'en veux aucunement à mon manager ou à l'entreprise. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs connaissances parce qu'ils n'étaient pas au courant de ce qu'il fallait faire. Ils n'avaient pas de plan d'action et il n'y avait pas de soutien qui était mis en place. Hmm. Et ça, alors c'est une perte importante pour la société, que ça soit au niveau de moi, mes chiffres, que ça soit au niveau du turnover, que ça soit au niveau du manager qui a dû gérer une crise qui n'est pas facile. Et c'est des questions à se poser. C'est comment est-ce qu'on peut faire différemment. Et là-dessus, le fait d'avoir peut-être pour les managers un moyen de se faire aider, de pouvoir signaler, par exemple, aux ressources humaines, OK, j'ai un collaborateur qui est en phase dépressive, qui est en burn-out, comment est-ce que je fais? Hmm. Parce que tout le monde ne peut pas tout apprendre. Et là, il y a plusieurs solutions. Il y a des ateliers qui existent, mais ne serait-ce que d'avoir un peu un bouton, j'ai besoin d'aide, comment je fais? Hmm. Rien que ça. Et donc, oui, c'est vrai que ça a impacté mon travail. Alors, c'est très compliqué d'en parler en entreprise. C'est une vraie peur. Pour ma part, ça m'a mis du temps
à libérer la parole et même à en parler publiquement lors d'un podcast parce que on a peur du regard des autres. On est encore sur un sujet où c'est tabou et on ne sait pas ce que l'autre va nous redonner comme image et si on va pas être un peu blacklisté. Au moment où j'ai déclaré sur LinkedIn, par exemple, que j'étais bipolaire, je me suis dit, mais est-ce que je prends pas un risque? Et plusieurs de mes proches m'ont même dit, mais enfin, t'es fou. Et pour utiliser vraiment l'expression, ne le fais surtout pas. Tu vas te couper d'énormément d'opportunités, des gens ne vont pas vouloir travailler avec toi. Et j'ai été étonné dans le bon sens. J'ai trouvé qu'en fait, il y avait beaucoup de soutien. Et en fait, ça a plutôt été une force parce que ça m'a permis, en termes de communication, de me différencier et de parler d'un sujet dont on parle trop peu. Euh, et aujourd'hui, si jamais je dois travailler avec des collaborateurs, avec des clients, le fait qu'ils le savent va me permettre d'être plus efficace et de pouvoir utiliser en fait ma bipolarité comme opportunité. C'est une petite catchphrase que quelqu'un m'a donnée et que j'aime beaucoup parce que en fait, il faut voir le bon côté des choses. Donc, quand je suis en phase haute, je vais pouvoir être plus intense, être plus créatif. Et quand je suis en phase basse, bah, à ce moment-là, il va falloir un peu réduire le rythme. Et on va utiliser le bon et le mauvais côté. Et le fait de se dire, par exemple, moi j'aime bien prendre mes vacances en hiver. Parce que Hmm. le soleil, il y a moins de soleil, donc je sors moins, donc j'ai moins envie de faire d'activité sportive. Et bah, on parle même de déprime saisonnière. Et vraiment de se connaître et d'apprendre à se connaître pour pouvoir l'utiliser. Tu parles de dépression, de burn-out, qui est peut-être encore plus répandu. Après, la frontière est peut-être un peu difficile à identifier entre est-ce que c'est une dépression liée à la bipolarité ou juste une dépression, entre guillemets, passagère ou qui n'est pas liée particulièrement à une pathologie. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de potentiellement une capacité qui t'apporte des choses dans ton travail. Est-ce que dans ton métier justement de commercial, est-ce que alors a posteriori maintenant avec le recul, est-ce que tu penses que ça t'a apporté certaines choses dans ce métier de commercial? Alors, je pense que la créativité et l'émotion, l'empathie, est quand même l'une des valeurs ou même l'un des aspects de la bipolarité. Et, euh, et ça peut être utilisé comme une opportunité. Maintenant, en toute franchise, moi, j'ai pas vraiment utilisé ça comme opportunité tant que j'ai pas été diagnostiqué. Hmm. Parce que j'ai vécu et j'ai subi ces changements d'humeur sans trop les comprendre et Ouais. sans que mon employeur le sache. C'est plus aujourd'hui où j'aurais tendance à trouver des solutions et à notamment utiliser ces forces créatives. C'est vraiment cette force créative d'être capable de pouvoir penser différemment et donc de d'oser des choses dans sa communication, dans sa stratégie, dans son positionnement. Euh, on a créé tout un univers autour du panda pour le yin et le yang, d'amener du fun. Enfin, aujourd'hui, dans la santé mentale, je connais personne qui a osé être aussi. Je pense que sur les métiers créatifs, sur les métiers de graphiste, d'innovation, tout ce qui est service innovation, quand je vois de mon, de mon humble avis le niveau de l'innovation dans les grands groupes du CAC 40. Je pense qu'il ferait vraiment bien de travailler avec des personnes neuroatypiques qui vont amener autre chose, qui vont amener un autre angle. Je pense dans les agences de com, là, il y a énormément de choses. On va avoir bien sûr dans tous les métiers d'art. C'est surtout ces métiers-là, moi, qui me viennent à l'esprit. On peut avoir dans tout ce qui est relations clients aussi, parce qu'il y a une vraie empathie, une vraie envie de se mettre à la place de l'autre. Et ces émotions, elles sont communicatives et c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un support. On en a marre d'avoir des robots qui récitent un texte. Après, la plupart des entreprises le font encore, mais si on veut faire du très haut de gamme, on attend autre chose.
Et moi, j'aime beaucoup, alors j'ai même plus le nom du bouquin, mais je crois que c'est le fondateur de Zalando, qui a fait un bouquin sur le service client et qui Ça parlait pose, ouais. ouais, c'est ça, c'est How to Make Happiness ou je sais plus, un truc comme ça. Hmm. Et Zappos, ouais. Et en fait, il parle vraiment de la création de la relation client et le fait d'avoir de l'empathie et de prendre le temps avec son client. Et ça, c'est vrai que c'est des métiers qui peuvent énormément plaire et qui peuvent être très bien faits. Euh, Est-ce qu'il y aura, je pense, moins d'ennuis que sur d'autres métiers? Ouais, c'est vrai que Zappos, ouais, il y avait plein d'anecdotes liées à ça et ils en ont même fait un produit à part entière. C'est-à-dire que tu peux participer à une sorte de stage, je crois, chez Zappos pour justement qu'ils t'apprennent des principes qu'ils ont appliqués chez eux pour gérer un service client. Et notamment une anecdote d'une personne qui avait, je crois, passé, je sais pas, plusieurs heures au téléphone pour Mm. recommander une pizza enfin, une pizzeria dans telle ville des États-Unis. Et pas, rien à voir avec Zappos enfin, en tout cas, le métier de Zappos. Et c'est vrai qu'il y a une autre approche aussi que je trouve intéressante je sais plus comment il s'appelait au départ, mais ça a été racheté, mais en tout cas, c'est euh, Trendline. Aussi, ils avaient une approche, Captain Train. ouais, Captain Train, voilà, c'est ça. Ils avaient une approche très intéressante aussi sur le service client où j'avais participé à une soirée chez eux. Parmi les profils justement service client, ils embauchaient plutôt des gens littéraires en fait. Et donc ils avaient chacun une approche, ils avaient cette capacité, cette possibilité, au-delà de cette capacité, mais cette possibilité aussi de répondre de manière un peu plus travaillée que juste un texte à trous très peu personnalisé finalement qu'on voit partout ailleurs. Ouais, c'est intéressant. J'aime bien cette idée de travailler. Encore une fois, je reviens à cette idée de une sorte de binôme quelque part, ou plus que deux hein, d'ailleurs, mais en tout cas d'associer des personnes atypiques à d'autres profils peut-être plus classiques pour aller résoudre des problématiques aussi. Et ça peut certainement apporter des choses très, très différentes. Ouais. Super. Donc, je reviens sur un point que tu disais tout à l'heure, c'est que donc le manager, c'est pas forcément le rôle du manager, donc de gérer ou de savoir gérer en tout cas une situation particulière liée à la dépression ou la bipolarité ou une autre pathologie mentale. Et du coup, tu parles d'un support qui pourrait être soit proposé par les ressources humaines, soit qui peut être certainement un peu extérieur aussi. Euh, et je pense peut-être aussi ça peut être l'occasion de parler de Upstage. Est-ce que toi tu proposes aussi sur Upstage? Justement, est-ce qu'il y a déjà des services comme ça qui, pas forcément sur la bipolarité en particulier, mais plus globalement sur la santé mentale, des propositions qui sont faites par des sociétés ou des directions comme support, justement? Ouais, il y a des acteurs qui sont positionnés là-dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est que, il y a l'approche qui a été faite pendant le Covid, qui est très basée sur du distanciel, le fait de parler avec un psychologue, très transactionnel, qui a permis de faire des choses, mais aujourd'hui qui est de plus en plus remise en cause par les psychiatres, notamment en disant que bah, on ne peut pas faire uniquement de la mise en relation avec un psychologue pour régler tous les problèmes. Et que la santé, ça va plus loin que ça. Et qu'en fait, la santé mentale et comment est-ce qu'on fait pour sortir d'une dépression, c'est imbriquer des briques et se construire, en fait, se reconstruire pour en sortir. Et nous, chez Upstage, on a vraiment cet objectif qui était d'arrêter, parce que c'est ce qu'on a fait au début, hein. On a voulu faire de la mise en relation avec des psychologues en digital. Et en fait, les résultats étaient moins pertinents qu'on l'aurait pensé. Et c'est uniquement lorsqu'on arrive à avoir le psychologue, le psychiatre, tout ce qui va être groupe de parole, le fait de pouvoir communiquer avec les proches, et puis l'hygiène de vie, qu'on arrive avec ces 5 piliers à sortir d'une dépression de manière durable et à éviter les rechutes. Et pour pouvoir mettre en place ces 5 piliers, on part des rêves. Ça peut sembler un peu bisounours, mais en fait,
pour résister à un peu ces bosses et ces difficultés qu'on va avoir à gérer dans notre vie, euh, il faut se raccrocher à quelque chose. Il faut avoir une femme, un boulot, un enfant, n'importe quelle raison, mais un rêve qui va faire que lorsque la tentation sera là de replonger dans l'alcool ou de se renfermer sur soi, bah, c'est ça qui va faire, qui va nous donner cette force et cette âme supplémentaire pour s'en sortir. Et, et en fait, tous les piliers dont on vient de parler doivent se construire autour de cet objectif de la personne. Et aujourd'hui, on n'est pas spécialisé dans les entreprises particulièrement. On est plutôt là pour leur proposer bah, déjà de se sensibiliser sur ces sujets de santé mentale. Parce que on considère que libérer la parole est la première étape pour faire comprendre que ça existe. Et ensuite, c'est plus, on se rend compte au niveau individuel, sans même en parler à l'entreprise, puisque ça prend du temps de créer cette relation de confiance. Que l'employeur et l'employé, alors l'employeur a souvent envie qu'on en parle, mais que l'employé ait lui-même envie d'en parler à son employeur. Et généralement, ils passent par nous sans passer par leur employeur, pour justement qu'on les aide à construire ces piliers et à justement réussir à atteindre leurs rêves parce que c'est plus dur de le faire seul. Mais je pense que dans le futur, on va vraiment avoir Alors, on parle de mission handicap dans ces entreprises, mais on va avoir même des spécialistes d'orientation qui vont en fait être en mesure d'orienter les collaborateurs vers les bons interlocuteurs, qui peuvent être des structures privées comme Upstage, si on parle de la bipolarité, mais qui peuvent aussi être des associations, ça peut très bien être d'autres organismes. Et là, on parle de troubles psychiques, mais enfin, si on parle aussi des addictions, c'est très souvent des comorbidités, c'est très souvent lié. Quelqu'un qui est alcoolique, bon, généralement, c'est lié à un trouble psychique et quelqu'un qui a un trouble psychique est alcoolique. Euh, Environ 40% des personnes bipolaires consomment de manière enfin, surconsomment, devrais-je dire, des drogues. J'essaie de ne pas utiliser le terme toxicomane parce qu'on a dit que c'était pas bien. Mais bon, mais c'est énorme. Il faut s'imaginer quand même que 4 personnes sur 10 prennent des drogues. Et ils le font pour combler un manque. Et c'est là où en fait le cercle vicieux commence. Et souvent, ça va entraîner la perte d'emploi et ensuite ça va se dégrader, se dégrader, se dégrader. Et Mm. nous, on est là pour vraiment relancer ce cercle vertueux. Je pense que si aujourd'hui j'étais dirigeant, je commencerais déjà par là, de dire, OK, est-ce que on en parle au sein de l'entreprise? Et encore plus, est-ce que le dirigeant lui-même en parle? Et c'est pas obligatoirement de parler de ce qu'il a vécu, parce que s'il l'a pas vécu, ça sert à rien de l'inventer. Mais aujourd'hui, on connaît quasiment tous quelqu'un qui a été en dépression. Ça peut être un proche et autres. Et le fait de dire, moi je l'ai vécu, ça a été compliqué pour moi, voilà ce que j'ai fait, et ça m'a touché, ça m'a impacté, parce que ça a impacté n'importe qui dans sa vie perso et donc dans sa vie pro. Et ne serait-ce que le top level le dise, ça veut dire que les autres ont le droit de le dire. C'est donner entre guillemets, donner l'autorisation au manager, au RH, aux collaborateurs de dire, moi aussi j'ai un problème. Euh, Ma femme a une dépression, ce qui fait que bah, c'est plus la même chose, que j'ai plus les capacités que j'avais auparavant, et que pendant une période donnée, j'ai besoin d'être un peu plus là pour elle, parce que sinon je vais craquer encore plus. Et je vais en arriver à moi-même peut-être entrer en dépression. Et si j'avais une chose à dire, ce serait ça. Et ensuite, bien sûr qu'il y a des offres qui existent, que vous pouvez trouver des psychologues en ligne, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Mais commençons par le démarrage, on va dire. Mm. Les interventions que tu as faites, tu parlais des SAP tout à l'heure, et j'imagine que tu as fait ça aussi dans d'autres entreprises. C'est,
C'est l'initiative des RH en général. Ouais, c'est plutôt des grandes structures du type AXA, Le Bon Coin et j'en passe. Et donc, ça vient des ressources humaines, ça vient des missions handicap. Hmm. Maintenant, c'est parce que c'est eux qui sont souvent confrontés aux problématiques de turnover, qui seront confrontés aux problématiques d'arrêt maladie, que contractuellement, bah, il faut gérer tout ça, et que généralement, c'est ce qui reprend la plus grande partie de leur temps, hein, c'est gérer les problèmes. On se plaint souvent des RH dans les grandes sociétés en disant ils font pas de recrutement. Bah, c'est généralement parce qu'en fait, ils gèrent entre guillemets les galères. Et on a tendance à l'oublier. Maintenant, ça pourrait venir de d'autres personnes. Je pense que les personnes, les managers concernés, qui ont un collaborateur ou eux-mêmes qui sentent qu'ils sont concernés, ça pourrait être aussi une option. Mais si le top management peut mettre le là, c'est ça qui fait toute la différence. Parce que ça ouvre tout, en fait. C'est montrer l'exemple. C'est ça être leader, en fait. Et justement, où ces conférences de sensibilisation, elles sont à destination de quel public? Uniquement les managers ou c'est potentiellement très, très ouvert à qui veut, quoi? En fait, on ne ferme pas la porte sur ces conférences, généralement. L'objectif, c'est bah, déjà qu'il y ait une présence physique. Alors, on a pu en faire à distance, mais c'est vrai que le contact physique est important. Hmm. Et généralement, on peut pas. Ça reste quand même un peu comme une conférence classique, quelque chose qui doit être volontaire. Euh, je ne crois pas au fait d'imposer à quelqu'un, de lui dire, tu dois venir à telle conférence sur tel sujet, sur les troubles psychiques. Hmm. Parce que la personne n'aura pas envie d'apprendre, ne sera pas dans un bon mood. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est des conférences qui sont particulièrement appréciées parce que c'est des choses dont on ne parle pas, qui sont tabous en entreprise. Je parlais de productivité, bon, ça fait la 25e conférence qu'on a sur la productivité. Mais quand est-ce qu'on a parlé de moi, ma santé mentale et du fait que je suis sur le point d'être en burn-out? Donc, c'est généralement des personnes qui sont concernées indirectement qui viennent beaucoup en conférence. Donc, je pense à des managers, je pense à des proches, beaucoup de proches. Et ce que je trouve important, c'est l'échange sur le moment, mais c'est l'échange aussi par la suite. C'est le fait de prendre le temps aussi, de manière individuelle, d'écouter et de proposer, en tout cas, de l'aide comme on peut, hein. Si jamais on ne peut pas aider, on le dit, et on met en relation avec d'autres personnes qui le peuvent. Mais c'est ça qui est essentiel. Et je pense que c'est à partir du moment où on a sensibilisé le plus grand nombre que certains ont généralement envie d'aller plus loin. Où là, il va y avoir plus un côté atelier avec plutôt des use cases, avec par exemple des managers qui ont des collaborateurs en burn-out. Et ça pourrait même être dans des grandes organisations une logique, et de se dire, bon, en fait, on a remarqué qu'il y a eu X burn-out avec tel manager. Est-ce qu'il ne faudrait pas le former? Est-ce qu'il ne faudrait pas lui permettre de comprendre le pourquoi du comment et comment est-ce qu'il pourrait faire pour réagir? Et derrière, il y a un autre sujet qui est le retour à l'emploi. Parce que les arrêts maladie sont souvent très longs, parce que la personne qui est en arrêt maladie a peur de revenir, va développer une anxiété et ne sait pas quel va être le regard de ses collègues à son retour. Donc elle va avoir tendance, même si ça va un peu mieux, à décaler, décaler, décaler. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, vu qu'il y a cette frustration des personnes qui ont dû assumer le boulot de la personne en arrêt de travail, et qui va retendre la chose et donc faire que la personne va encore prolonger. Et ça, pareil, je trouve que c'est un autre sujet que je trouve assez intéressant. Maintenant, il y a d'autres possibilités. Aujourd'hui, ouais, moi, je parlerais vraiment de sensibilisation en premier, au plus grand nombre, et ensuite, étape par étape, pour un peu plus des cas d'usage, on va dire. Est-ce qu'il y a un autre sujet, une autre thématique autour de la bipolarité ou de la santé mentale que tu souhaiterais rajouter sinon? C'est un sujet qui est tellement large, et c'est ça que je Hmm. trouve intéressant. Si je devais peut-être terminer par quelque chose, c'est de dire qu'on est tous concernés et que c'est pas parce que votre entreprise n'est pas touchée actuellement
en tout cas que vous ne pensez pas qu'elle est touchée, Hmm. qu'elle ne l'est pas. Qu'il est fort probable que même si c'est pas quelqu'un dans vos équipes, c'est probablement un proche d'une personne de vos équipes. C'est probablement quelqu'un qui va demain avoir une dépression. Et, et ça, il faut l'anticiper. Et c'est un peu comme n'importe quel sujet, il faut avoir un plan d'action. Et il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, mais c'est juste de se dire, si je détecte un début de burn-out, un début de dépression, qu'est-ce que je fais? À qui je demande de l'aide? Et juste avoir, et c'est normal de demander de l'aide, et c'est normal de faire une pause. Et comment est-ce qu'on doit donner l'exemple au sein de la direction pour que les personnes qui demandent de l'aide parce qu'il y a un souci soient accompagnées et ne soient pas mis au placard? Parce qu'il suffit que d'une fois, et derrière, vous perdez la confiance avec vos salariés et vous perdez la confiance avec vos managers. Si un manager explique qu'il a un problème dans son équipe parce que quelqu'un va être en burn-out et qu'il a besoin de réduire sa masse de travail et que vous réagissez en disant non, non, on a besoin, il faut atteindre les objectifs, bah, peut-être que ça va passer, peut-être que ça passera pas. Est-ce que vous voulez prendre le risque? Ça, c'est un choix qui est personnel. Mais derrière, vous allez perdre un lien qui aujourd'hui fait que les personnes vont rester dans votre société et va faire que les personnes qui sont dans votre structure vont faire l'extra mile, vont faire le petit truc en plus pour vous permettre d'atteindre les objectifs. Euh, et je pense d'en parler aussi, ça fait un bien fou. Enfin, moi, je le dis de manière personnelle parce que je me suis rendu compte que ça permettait aussi d'éviter de partir trop loin. Ne serait-ce que de pouvoir, lorsqu'on est en début de dépression, en début de burn-out, de pouvoir dire à son manager, je me sens pas bien, je sens que je suis en train de vriller, bah, rien que ça, déjà, parfois, hein, juste par la parole, on peut éviter le déclenchement du cercle vicieux. Et c'est pas grand-chose. Et donc voilà, mais posez-vous juste ces questions-là. Euh, et il y a plein d'outils. Enfin, trouvez, ne serait-ce que vous trouvez un bon psychologue sur Doctolib et vous disiez juste à vos salariés, ben voilà, si vous avez un problème, sache que on peut t'aider, on te paye la première séance sur le psychologue. Rien que ça, en termes d'image, c'est génial. Par rapport, je reviens sur Upstage, on peut te contacter pour des sujets de sensibilisation, pour l'accompagnement dont tu parlais tout à l'heure. Quels sont les autres sujets sur lesquels pour lesquels on peut te contacter? Alors, on recrute pas mal sur la partie professionnelle de santé. Donc, je ne sais pas si vous êtes concerné, mais si vous avez des connaissances qui sont psychiatres, psychologues, et qui veulent rejoindre l'aventure, ce sera avec plaisir. Je pense que Guillaume mettra mon mail en, en commentaire, et puis le site internet. Et puis, n'hésitez vraiment pas, si vous êtes vous-même concerné ou si vous avez un proche de concerné, aujourd'hui, on propose un accompagnement qui est gratuit pour les personnes concernées par la bipolarité. Alors, je ne parle pas des consultations qui sont payantes, mais toute la partie ressources, communauté, d'entraide, formation, de compréhension est gratuite. Et j'aide vraiment personnellement chaque personne, même s'ils ne payent pas alors que je ne devrais pas. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Mhm. D'accord. C'est noté. En effet, je mettrai toutes les coordonnées associées à l'enregistrement. J'ai une dernière question. Ce sera justement pour revenir au thème du podcast. C'est la question, on a toujours fait comme ça. Si tu avais une baguette magique, est-ce qu'il y a une vieille habitude ou une mentalité que tu souhaiterais voir évoluer liée à la santé mentale ou pas, hein? Ouais, non, mais c'est marrant parce qu'en fait, je pose la même question à la fin de mon podcast. C'est pour ça que je rigole. Hmm. Euh, D'ailleurs, je vais pas parler, je mettrai aussi ton podcast, donc c'est Parole de bipolaire, c'est ça? ouais, exactement. Hmm. Alors, bon, c'est vraiment sur la bipolarité, mais en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Si j'avais une baguette magique, bah, ce serait de libérer la parole. Je vais me répéter. Mais je pense que
si vous êtes vous-même concerné ou non concerné, si vous avez des proches concernés, juste de dire régulièrement, parce que vous savez que la communication, c'est la répétition, euh, c'est OK d'avoir un coup de moins bien. C'est OK de dire que vous avez un proche qui est en difficulté, qui a un trouble, qui a une dépression. Vous ne serez pas mis au placard, vous ne serez pas, entre guillemets, enfoncé pour ça. On va, à contrario, vous aider. Et même si aujourd'hui, on n'a pas vraiment les solutions, on a la volonté de le faire. Et ça, juste d'ouvrir, entre guillemets, la boîte de Pandore en disant, voilà, ça existe, on va arrêter de mettre les œillères et on va en parler, ce serait extraordinaire. Et dans le milieu de l'entreprise, il y a un vrai besoin, notamment parce que, je me répète, ça concerne une personne sur cinq. Donc, si vous pensez être pas concerné, vous l'êtes probablement. Merci beaucoup Clément. Merci pour ce partage d'informations sur un sujet ouais, du coup, qui est pas très visible encore, en tout cas dans la majorité des entreprises. C'était un très bon sujet pour essayer de justement challenger un peu on a toujours fait comme ça. Mais Ouais, merci ouais, en tout cas, Guillaume, c'était vraiment un plaisir et on se dit à très bientôt. ça marche. Merci beaucoup. Excellente continuation à toi. J'espère sincèrement que ce témoignage vous incitera à expérimenter de nouvelles choses dans votre entreprise. Une toute petite action suffit souvent à initier de grands changements. Si vous trouvez ce podcast utile, n'hésitez pas à le noter et surtout à le partager autour de vous. Pour un nouvel épisode qui va bousculer nos habitudes, je vous dis à très vite dans On a toujours fait comme ça.